Alors, salut la compagnie. Je me suis fait virer de la France Insoumise il y a 2 jours, mais il y a aujourd'hui une rencontre, plutôt à l'initiative des Verts, sur les alternatives à la jonction Est à Toulouse. Et donc, j'ai pas envie qu'on me dise oui, il sèche, de toute façon, il sait pas, ou il boude, ou machin, ou truc, ou il fait son gamin, blabla, enfin, bon, toutes les conneries qu'on peut se prendre dans la gueule, comme d'habitude, quand on fait preuve de juste de dire aux gens allez vous faire foutre, respectez-moi et peut-être que je coopérerai. Mais donc, je voulais quand même vous partager 2 ou 3 éléments au sujet des enjeux de transport à Toulouse. Euh, voilà. Pour aller un peu plus loin que les discours convenus qu'on a envie d'entendre. Et voilà. Mais avant ça, je voulais vous partager les à peu près 2 seuls appels que j'ai reçus en, quand même, 3, non, 2 mois à Toulouse. Voilà, mes amis, les IA. La nouvelle aide pour baisser votre facture d'électricité. Vous avez 5 minutes, on va ensemble. Oui, vous vous appelez comment? Je travaille à la maison de l'habitat, on est une agence pour l'écoute des différents fournisseurs d'énergie. Vous avez 5 minutes, on va ensemble. Vous vous appelez comment? Je travaille à la maison de l'habitat, on est une agence pour Non, l'écoute ça des sature différents là. fournisseurs d'énergie. Vous avez 5 minutes, on va ensemble. À qui ai-je affaire? Vous avez 5 minutes, on va ensemble. Est-ce que vous savez faire la tarte aux fraises là? Je comprends que je vous prends chaud, je vous rassure, j'en ai pour 5 minutes. Vous avez 5 minutes, on va ensemble. Voilà, c'est une nouvelle technique de démarchage, bon, à la limite du harcèlement téléphonique. La recette du flan? Bon, là, l'audio sature, je le mettrai en doublage en bonne qualité sur la vidéo. Alors, je veux bien le technicien de la recette du flan, s'il vous plaît. Je vous avoue que je ne connais pas tous les détails, mais ma technicien vous rappellera pour répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'elle est la propriétaire de votre salon? Est-ce qu'il y a une technicienne pour la recette du flan? Est-ce qu'elle est la Bon, c'est pas encore très au point, hein, mais on va en avoir de plus en plus des gens comme ça. Je pense de moins en moins d'humains qui vous appellent et de plus en plus d'IA. Obsessionnel compulsif. C'est super. J'adore. Je crois que j'en ai une autre aussi ici. Ok, je vous invite à devenir notre employé en ligne. Salaire 300 € par jour. Ajoutez-moi sur WhatsApp et obtenez un... Non, c'est pas ça. Question à vous poser en moins de 2 minutes pour voir si je peux Ouais, vous c'est en ça. faire profiter. Ça vous dit Oui, ça me dit bien, ouais. C'est parfait. Alors, d'après mes registres, vous vivez dans l'île-et-Vilaine. C'est toujours le cas? Qui c'est qui est vilaine? Allô? Je parlais de l'île-et-Vilaine, mais si vous n'y habitez pas, pouvez-vous me donner le code à 2 chiffres de votre département pour vérifier les aides spécifiques à votre lieu de résidence? Est-ce que vous pouvez me donner la recette de la tarte aux fraises? Je suis désolée, mais je suis là pour parler des aides à l'installation de panneaux solaires. Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous me donner le code à 2 chiffres de votre département? Cela permettra de vérifier les aides auxquelles vous pourriez avoir droit. Alors, parce que ça dépend des départements, en fait, les aides... Celle-là, Exactement, c'est pour ça que j'ai besoin du code à 2 chiffres elle est de assez votre précise département. cette IA. Cela m'aidera à vous donner les Elle informations donne vraiment spécifiques sur l'impression les que. aides disponibles. Pourriez-vous me le communiquer, s'il vous plaît? ça ne peut pas communiquer Mais mon adresse. bon, après pour les reconnaître, on voit qu'en fait c'est des machines. Je comprends votre réticence, Ils mais sont un pour peu, vous aider, ils ont une l'information nécessaire sur obsession les pour aides à la obtenir une disponibilité. D'abord, information, et votre puis question. généralement ils Je répètent, ils suis répètent, vraiment ils répètent. rapide, il me suffit de 2 petites questions. Si vous pouviez juste me donner votre code à 2 chiffres, cela m'aiderait beaucoup. Qu'en pensez-vous? Alors,
par l'État et la région pour installer des panneaux solaires intégralement autofinancés. Ça peut vraiment vous faire économiser sur vos factures d'énergie. Vous avez juste besoin de 2 petites informations pour vérifier votre éligibilité et ça ira très vite. Pourriez-vous me donner le code à 2 chiffres de votre département? Et est-ce que vous pouvez me donner la recette de la tarte aux fraises? Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas vous aider avec ça. Je suis ici pour parler des aides à l'installation de panneaux solaires, pour pouvoir vous donner des informations précises. J'aurai juste besoin de votre code à 2 chiffres de votre département. Cela ne prendra qu'un instant. Le code à 2 chiffres de mon département. Je vous ai bien entendu, mais pourriez-vous partager ce code avec moi pour que je puisse vérifier les aides spécifiques disponibles pour vous? Cela me permettra de vous fournir les informations les plus adaptées. Il y a du monde derrière mon tampon de téléphone et de clavier ou vous tapez quoi sur votre clavier? Je suis désolée pour les bruits de fond, c'est juste moi qui essaie de vous aider rapidement. Si vous pouvez me donner le code à 2 chiffres de votre département, je pourrais continuer et vous expliquer les aides disponibles. Ça vous dérange pas de le partager? Oui, ça me dérange pas. C'est gentil de votre part. Alors, pouvez-vous me donner le code à 2 chiffres de votre département, s'il vous plaît? Cela m'aidera à vérifier les aides qui vous sont disponibles. Mais c'est quoi les aides disponibles? Les aides disponibles concernent l'installation de panneaux solaires qui peuvent vous aider à réduire vos factures d'énergie. Pour vous donner des informations plus précises, j'ai besoin de votre code à 2 chiffres de département. Ça va très vite et je suis là pour vous aider à bénéficier de cette économie. Pourriez-vous me le communiquer? Qui donne les aides? C'est l'État, le Les aides département? sont mises en place par l'État. Bon, c'est gentil, c'est bien gentil tout ça, c'est sympa, on se sent bien entouré. Alors, maintenant, c'est quoi le truc? Ouais. Voilà, donc avant de me retirer de la vie politique, hein, puisque j'ai dit que je faisais une Jospin, je vous partage quelques trucs pour pas que vous séchiez trop. Voilà. Ciao. Alors, bon, j'ai écrit un petit texte. Tout n'est pas hyper carré, hyper près, sauf si le truc là. C'était quoi le truc? Bon, mais j'ai fait quand même. J'ai un peu écrit. Donc, ce soir il y a un truc avec les écolos. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Je sais plus où j'étais. Voilà. Donc, le keynésianisme, classiquement, c'est quoi? Enfin, Keynes, c'était un génie, hein, il a écrit plein de trucs, donc c'est pas que ça. Mais il y a une part importante, on va dire, du corpus qui concerne l'investissement public pour relancer la croissance. Donc 1 euro investi dans l'infrastructure, par exemple, donne, par exemple, 2 euros investis par le privé. On parle de coefficient multiplicateur, tout ça. Bon, il y a des modèles macroéconomiques qui prennent en compte justement les politiques keynésiennes. Aujourd'hui, on mixe généralement les mesures macroéconomiques avec du keynésianisme et d'autres mesures, enfin, toute une série de mesures. Macron, il n'est pas très keynésien, hein. C'est plutôt la politique de l'offre. Voilà. Cela dit, dans le Grand Sud-Ouest, les 2 grands projets d'infrastructure, donc GPSO, Grand Projet Sud-Ouest, la LGV au sud de Bordeaux, et la 69, c'est-à-dire l'autoroute Toulouse-Castres, c'est plutôt des projets keynésiens. Donc le principe de la justification keynésienne, hein, c'est ça, c'est 1 euro investi d'investissement public, 2 euros d'investissement privé. Traditionnellement, les keynésiens, c'est plutôt de gauche. Donc pourquoi rejeter ces projets? En fait, bon, dans les raisons, on va dire, rationnelles, disons avec une rationalité économique, c'est qu'une fois équipé,
reconstruire des infrastructures sur des territoires qui en ont déjà, ça marche moins bien, cette idée de 1 € investi, produit provoque des investissements. Par exemple, il existe déjà un TGV Bordeaux-Toulouse, un TGV Paris-Toulouse. Il existe déjà une route nationale Toulouse-Castres qui est plus rapide de 20 minutes que dans les années 90. Et l'exemple, par exemple, de Langon-Pau, l'autoroute Langon-Pau, il y a un trafic très faible, c'est l'autoroute la plus chère de France, c'est un fiasco, il y a très peu de logements construits, c'est l'usager qui trinque, donc avec des tarifs de tickets quand même très chers. Et comment on s'en sort pour justifier tout ça? Et bien en fait, les économistes, ils ont inventé ce qu'ils appellent la valorisation du temps. C'est-à-dire, si votre temps est valorisé à, par exemple, on pourrait dire un SMIC horaire, ça pourrait être plus selon les catégories socio-professionnelles, et bien, par exemple, les bouchons, les embouteillages en ville, ça coûte cher, voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Donc l'investissement public qui va permettre, soi-disant, d'éviter ces bouchons, va créer de la valeur. En d'autres termes, on investit pour vous libérer du temps. Bon, là, on pourrait se dire, dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux diminuer le temps de travail. Mais bon, ça c'est une autre logique de raisonnement. Bon. Mais quand on réfléchit en coût, en euros par minute gagnée, ben, on se rend compte quand même que ça fait quand même très cher la minute gagnée pour l'usager qui va, par exemple, sur la 69 payer un ticket 20 € Toulouse-Castres. Et donc, ça a tendance, là c'est 5 SMIC, moi j'avais calculé sur Toulouse-Castres, ça fait 5 SMIC au coût minute. Donc il faut gagner au moins 5 SMIC pour que payer le péage soit rentable en fait pour l'usager. Donc ça profite plutôt à des gens qui vont transporter des marchandises en fait. Donc plutôt les entreprises. Et donc pour les autoroutes, en réalité c'est déjà le cas quand vous payez, quand vous êtes une voiture, un usager normal. Vous endommagez très peu la route. En fait, c'est les camions qui font que les autoroutes ont besoin d'entretien. Donc, quand vous payez votre ticket d'autoroute, en fait, il y a une forme de mutualisation pour les entreprises, puisque vous payez quand même relativement cher. Donc, vous financez l'entretien qui va principalement aller... c'est principalement les entreprises et les camions qui cassent les routes, hein, avec les poids importants, tout ça. Donc c'est plutôt les usagers qui sont légers qui financent les usagers lourds. Voilà. Et donc les écolos, donc souvent ils poussent pour éviter les investissements BTP. Bon, déjà parce qu'il y a des cultures assez opposées. Mais ça peut se traduire dans des trucs comme la ZAN, hein, zéro artificialisation nette, ou le rejet de projets d'infra. Bon, pour la zéro artificialisation nette, par exemple, il faut voir qu'en Nouvelle-Aquitaine, en 2016, 50% de la construction c'était fait par les agriculteurs. Donc ça, c'était les stats Citadel. Donc mettre en place la ZAN, c'est aussi donner un pouvoir quand même politique très fort aux agriculteurs, bon, majoritairement fachos dans le sud-ouest, puisqu'ils deviennent des très gros prescripteurs du moteur économique BTP. Donc si on prend du recul, bon, les avantages du secteur économique BTP, ça serait quoi? Bon, en théorie de la base, l'activité liée à habiter et se déplacer, c'est 60% de l'économie. Et c'est non délocalisable et c'est non numérisable. Un autre avantage, le BTP emploie beaucoup de monde. Exemple pour... j'ai mis quoi? Oui, voilà, 2 parkings en enrobé bitume à la campagne, environ 200 mètres carrés. Alors de mémoire, il y avait une dizaine d'employés pendant un jour ou deux, 3 camions, donc 3 chauffeurs en plus de la dizaine d'employés. Ça fait beaucoup de monde quoi, pour une petite surface finalement voilà, enfin c'est les ordres de grandeur. Et bon, enfin ça c'est la petite échelle, après il faut voir. Bon, mais et l'autre truc du coup en termes keynésiens, c'est qu'il y a un faible risque de l'érosion du taux de profit avec des surinvestissements dans les machines. Ça c'est un peu le cycle quand Keynes parle de l'érosion du taux de profit. C'est-à-dire les industriels investissent beaucoup dans les machines, vu que c'est le travail humain
qui produit la valeur, mais il y a moins d'humains puisqu'il y a plus de machines, donc il y a moins de profit. Donc et après on enlève encore plus d'emplois pour faire augmenter les taux de profit temporairement. Et puis le taux de profit s'érode à nouveau et il y a encore moins d'emplois. Et donc ça, ce risque-là est un peu moins fort dans le secteur BTP. Donc il y a quelques, on va dire, entre guillemets, des avantages économiques dans le système compétitif international dans lequel on évolue. Et donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter que le moteur économique BTP se grippe, et donc plus de fascisme en se grippant, et orienter les investissements vers des choses que les écolos et la gauche considèrent OK. Voilà. Alors, si on prend le métro par exemple, le métro c'est OK. Bon, c'est plus lourd que du tram, c'est plus lourd que du bus, il y a plus d'investissements, c'est plus stable dans le temps, c'est pas vraiment réversible. Et donc, alors on pourrait se poser du coup la question en termes keynésiens, où passe l'euro public investi? Eh bien, l'euro public investi, il passe principalement quand même dans la valorisation des valeurs foncières et immobilières. Et un peu dans le surcroît d'investissement dans des commerces, entreprises à proximité des lieux desservis plus accessibles. Donc c'est un peu comme le GPSO, on passe surtout dans les rentes, enfin l'investissement public passe dans les rentes, hein, les prix fonciers immobiliers et les revenus que leurs propriétaires récupèrent tous les mois, tous les ans. Sachant que le coût des déplacements pour ce type d'infra, hein, métro, c'est quand même dans les coûts de fonctionnement, donc pas l'investissement, c'est aux 2/3 financé par le public, hein, par les impôts, tout ça. Donc est-ce que c'est socialement juste et équitable? Bon, voilà, je sais pas. En tout cas, il y a un danger à ce que le moteur BTP s'arrête, donc réfléchissons à le faire tourner, mais correctement. Peut-on réfléchir à un volume d'investissement BTP, par exemple au niveau national, relativement constant et vertueux? Par exemple, la France Insoumise, bon, qui m'a viré, mais je trouvais quand même l'idée pas mauvaise, hein, et le livre bifurqué, récent, parle d'une idée d'économie des besoins. Voilà. Donc on peut penser, par exemple, au logement social, à l'isolation énergétique, et par exemple, pour le cas de Toulouse, là, je vais essayer de développer un peu le système vélo-transport en commun. Donc je ne parle pas juste de pistes cyclables, hein, mais bien de système vélo-transport en commun. Et par exemple, des choses comme le bureau des temps, pour éviter les bouchons dans les agglos et les métropoles, hein, puisque ça justifie des investissements en millions pour vous faire gagner de l'argent en évitant d'être bloqué dans les bouchons. Pourquoi ne pas gagner du temps en évitant d'investir des millions dans des infrastructures dont on n'a pas forcément besoin? Alors, est-ce qu'on peut, et puis oui, il y avait la question, est-ce qu'on peut corriger les logiques d'évitement? Les logiques d'évitement, ça peut être par exemple des cités qui vont être bien desservies en transport en commun, en infrastructure, mais où les commerces ne viennent pas s'installer, où il y a peu d'investissement, ou des infrastructures routières à la campagne, comme Langon-Pau, où il n'y a aucun logement qui se construit, ou très peu. Voilà, des formes de logique d'évitement. Et donc, bon, alors moi j'aurais tendance à dire évitons de réticuler, hein, les habitants dans des dispositifs, tout ça, nanana. Laissons les habitants et leur logique de solidarité faire que les choses les économistes parlent parfois de développement endogène. Moi j'aurais plutôt tendance, voilà, à inciter, favoriser ce genre de truc, mais bon, j'ai vu beaucoup de politiques économiques qui n'ont pas trop dans ce sens. Et sinon, du coup, alors voilà, pour l'exemple Toulouse Midi-Pyrénées, enfin Midi-Pyrénées, Toulouse. Donc aujourd'hui, la seule alternative à la 69, c'est plutôt la route nationale, donc qui est 20 minutes plus rapide que dans les années 90 déjà. Alors on parle pas de ferroviaire, alors que ça aurait du sens. Peut-être pas stratégiquement pour faire capoter la 69, mais avec l'étoile ferroviaire à Toulouse notamment, et au regard du trafic sur cette portion. Alors ensuite, le système vélo transport en commun, c'est quoi?
Et là, ça peut être une alternative aux ZFE. Donc moi, je trouve les ZFE, c'est un peu... Enfin, je trouve que c'est un peu des enfin, je trouve que c'est un peu absurde. C'est quand même des logiques de zonage, donc de frontières, de mise en place de frontières, où on vient appliquer des logiques un peu policières, hein, pour, enfin, sur les véhicules. C'est pas forcément des logiques d'infrastructure qui pourraient s'appliquer à tout le monde. Et ce n'est pas, non, on ne tire pas les gens vers le haut. Moi, je vois quand je venais à Toulouse de l'extérieur, j'utilise pas les parkings relais parce qu'ils sont tout en bout de ligne, donc ça te fait prendre le métro sur toute la ligne. Enfin, je trouve que c'est pas du tout incitatif à prendre les transports en commun. Quand tu prends les transports en commun, tu arrives à des stations, à part dans le centre. Après, il faut marcher genre 20 minutes, 15 minutes. Il n'y a pas de fluidité de relais avec je sais pas moi, des trottinettes ou des vélos en libre service qui te permettraient de prolonger le trajet en transport en commun rapidement et fluidement jusqu'à destination. Bon, ça n'existe pas. Voilà. Et puis évidemment, il y a une seule gare à Toulouse, hein, celle qui va concentrer la plus grande plus-value foncière autour du grand projet GPSO. Il n'y a pas de répartition dans les 5 gares existantes. Voilà, donc plutôt que de... parce que soi-disant, hein, évidemment, on va éviter plein de morts. Hein, on va éviter plein de morts avec les ZFE. Alors bon, ça c'est pareil, au regard des rares études d'impact de la ZFE, c'est quand même plutôt de la modélisation avec des logiciels Python, un, c'est quoi, un paramètre de decay qui est totalement modélisé. Enfin, c'est pas des enquêtes sociologiques où on va voir les gens, où on demande leurs besoins, quels sont leurs habitudes, pourquoi ils habitent ici et pas là, qu'est-ce que... enfin, c'est voilà, c'est de la modélisation avec quelques stats d'accessibilité, puis enfin, une formule mathématique un peu alambiquée d'indices d'accessibilité, mais c'est pas très... Je suis pas très convaincu. Alors qu'est-ce que ça pourrait être une alternative? Bon, déjà pour la jonction Est, moi j'avais proposé lors du printemps toulousain la journée comment ça s'appelle, féministe, un bureau des temps. Alors les bureaux des temps, c'est des politiques publiques sur les rythmes et les temps de travail, de loisirs, de repos, de travail domestique, de travail non domestique, c'est-à-dire de travail enfin, dans une entreprise ou dans un job. Et l'idée, ça pourrait être, moi ce que j'avais proposé, bon, on m'avait dit oui, c'est un peu néolibéral, tout ça, c'était de faire des plans de déplacement d'entreprise, comme en fait l'ADEME ou les établissements d'ingénierie publique, et de réfléchir sur les 3 principaux bassins d'emploi. Enfin, j'avais listé les 50 les 50 entreprises qui emploient le plus dans Toulouse, de définir un peu soit de répartir, bon, parce que ça c'est facile à faire, de répartir des jours de télétravail sur la semaine pour limiter le nombre de navetteurs dans les gros bassins d'emploi. Mais ça pouvait être aussi de décaler les horaires à plus tôt ou plus tard pour un certain nombre de gens dans ces grandes entreprises, notamment pour amener les enfants ou récupérer les enfants au lycée, à l'école ou à la crèche. Et l'idée, c'était de lancer une étude sociologique pour voir quels étaient les besoins ou les contraintes, enfin, en gros, d'avoir plus de connaissances sur les enjeux de rythme de vie des uns et des autres, et notamment des unes et des autres, pour que les enjeux féministes soient aussi pris en compte, sinon même mis en avant dans les adaptations possibles de ce type de politique publique. Et voilà, de façon à ce qu'au lieu d'investir des 80 millions, je sais plus combien de millions, dans des infras qui, comme on le sait, hein, quand on augmente l'offre d'infrastructures, généralement la demande
augmente aussi, c'est-à-dire le trafic finit par augmenter, et puis il faut construire des infras encore plus grandes, toujours plus d'infras. Et donc du coup, plutôt d'adapter les rythmes de travail, les horaires, les coopérations ou les partenariats qu'il peut y avoir avec des... bon, là je parlais des structures pour s'occuper des enfants ou des jeunes qui partent, qui vont étudier, mais ça pourrait être... ça pourrait être en fait de limiter le nombre de déplacements en faisant des sortes de pôles d'activité aussi en voyant je sais pas moi si enfin, pour des gens qui n'ont pas d'enfants, des types d'activités qu'ils ont après le boulot, essayer de regrouper, bon après ça peut être du covoiturage quoi. Et dans les autres types de mesures qui vont avec le bureau des temps, évidemment il y a la réduction de la vitesse aussi sur le périph' qui permet d'éviter les embouteillages. Ça, c'est des études existantes qui montrent que même en faisant des réductions même à 70, ça permet d'éviter pas mal de bouchons. Et dans les... C'était quoi qu'il y avait aussi sur le bureau des temps Ouais, voilà, je crois. Enfin, c'est... Bon, je sais plus. Mais bon, voilà, l'idée là. Après, il faudrait pouvoir missionner des sociologues, avoir un budget pour étudier un peu mieux toutes ces questions. Et dans l'alternative aux ZFE, donc disons, ou même voilà, pour ces questions un budget d'investissement dans des infras qui répond aux besoins, tout ça, ben, le système vélo, bon là j'avais fait un document qui n'a pas été beaucoup repris, ou enfin, personne m'en a dit grand chose, mais sur le nombre de... Enfin sur l'étoile ferroviaire et puis enfin tout le système moi, que j'appelle vélo transport en commun qui pourrait y avoir à Toulouse. Donc déjà il y a 5 gares. Aujourd'hui elles sont assez peu desservies. C'est maximum je crois 5 trains le matin entre 6h du mat et 9h. 5 TER pour les gares les plus desservies et 3 je crois pour les moins bien desservies. Donc bon c'est voilà, c'est l'histoire hein, du projet régional cadencé. Mais je trouve en fait c'est assez peu développé, par rapport à ce qu'ils appellent les PEM, les pôles d'échange multimodaux. Bon, ils ne vont jamais très loin dans la définition des PEM, donc on sait bien sûr, on imagine hein, qu'il y aurait des voitures en autopartage, des vélos en auto, enfin des sortes de vélos Toulouse qu'on pourrait prendre en prolongement de l'arrivée des trains pour aller au boulot, un peu améliorés, c'est-à-dire qu'on pourrait laisser au boulot toute la journée et puis rentrer avec le soir, ou peut-être des grands stationnements vélo comme il se fait aux Pays-Bas avec des cartes utilisées à 80% par des gens qui travaillent pour garer leur vélo dans des grands garages à vélo sécurisés en gare. On pourrait se dire que ça serait connecté au réseau d'infrastructures cyclables de Toulouse. Alors les rêves, les pistes cyclables de Toulouse, ça coûte 500 € au kilomètre, ça fait 500 000 € du kilomètre. Si on équipait les 3500 km de voirie de la métropole toulousaine, ça ferait 1,7 milliard d'euros d'investissement. Bon, bien sûr, si on le hiérarchisait en 4 niveaux, comme ça se fait dans le plan des infrastructures de Copenhague, et notamment pour pas que ça sature trop rapidement, hein, avec des trottoirs cyclables qui viennent au niveau de la chaussée, au niveau des carrefours, où les vélos reviennent sur la chaussée pour ne pas occuper trop d'espace sur les trottoirs, pour pas que ça sature, et avec un cycle de feu adapté qui permet de limiter le risque d'accident et de passer devant les voitures, notamment. Ça c'est un petit détail, hein, mais qui permet de faire des investissements qui ne vont pas saturer dans 5 ans. Voilà, et donc c'est pas un détail le vélo, voilà, c'est simplement pour dire, bon là, la règle de 3 est un peu rapide, mais je pense que sur les 3500 km de voirie, il y en a quand même, enfin tout n'est pas de la hiérarchie numéro 1, c'est-à-dire du rêve, mais si on prend en compte les 5 gares, les pôles d'échange multimodaux,
Donc les vélos Toulouse, les voitures en autopartage, et même les parkings aussi, hein, les sortes de parcs relais de voitures qui pourraient venir se garer à proximité des gares pour justement utiliser les transports en commun, tout ça. Ben, ça fait quand même, oui, des investissements conséquents et pour le coup qui répondraient à des besoins, je pense, à la fois des habitants de Toulouse et à la fois des gens qui viennent de l'extérieur, donc de l'approche périphérie. Voilà, et sur le bureau des temps, ah oui, ce que je voulais dire tout à l'heure sur le bureau des temps, voilà, c'est oui, au niveau, j'avais regardé en fait le trafic routier au niveau du bureau des temps, et donc c'était, je crois, autour de 10 000 véhicules jour qu'il fallait arriver à. Il fallait arriver à réduire d'environ 10 000 véhicules jour le trafic en heure de pointe. Et donc du coup cibler voilà un nombre d'employés assez conséquent dans les plans de déplacement d'entreprise pour que ça ait un effet quantitativement suffisant pour vraiment réduire le trafic en heure de pointe sur le périph'. Voilà, sachant que je crois les 50 plus grandes entreprises, alors j'ai pas fait l'addition, mais enfin, il y a des entreprises qui emploient 50 000, qui ont 50 000 employés, enfin voilà. Il y a largement assez d'employés dans les 50 plus grandes entreprises, donc même en ciblant les gros pôles, les gros bassins d'emploi, c'est des choses qui sont faisables avec l'ingénierie publique existante. Il faut simplement faire un cahier des charges, mobiliser les chargés d'études qui sont payés pour ça, à faire du boulot. C'est long parce que il faut, c'est du boulot humain, quoi. Enfin voilà, ça prend du temps, mais c'est des choses qui sont faisables. Voilà, et puis je sais pas si c'est tout. Oui, après j'ai des bouquins, j'ai de la doc sur le coût des infrastructures vélo, tout ça. Là, c'est une règle de 3 coin de table, hein, mais c'est pour dire que c'est pas gadget, quoi. Enfin, voilà. Et le système vélo, aujourd'hui, on est un peu au Moyen Âge hein, à Toulouse au niveau du vélo, c'est-à-dire il n'y a même pas de continuité cyclable. Des métropoles comme Copenhague, ils ont donc obtenu la continuité cyclable. Ensuite, il y a eu des revendications qui sont passées à une qualité de pratique, c'est-à-dire des revêtements de bonne qualité, éviter les partantes de pluie, les glissades, les choses comme ça, la sécurisation des carrefours. Et maintenant, les revendications sont plutôt à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les trajets vélo, donc qu'il y ait une continuité de la vitesse. Et quand on voit les documents qu'on s'appelle de marketing un peu territorial sur ces questions, il y a des continuités cyclables de environ 11 km. Donc après, si on prend une demi-heure comme point de référence, comme pour aller au boulot ou rentrer du boulot, une demi-heure à 20 km/h, ça fait à peu près 10 km. Donc Toulouse, moi je suis au Mirail pour aller au centre, je crois que j'ai 5 km sur le GPS. Donc si on a des continuités cyclables sécurisées avec vitesse constante, ça veut dire qu'on peut faire actuellement à peu près l'équivalent quand même de toute la ligne A d'une extrémité à l'autre extrémité. Voilà. Mais ce qui veut dire que même pour quand même pour de la proche banlieue, c'est faisable d'aller dans le centre, mais c'est aussi faisable d'aller à des pôles d'emploi enfin voilà, qui sont à 5-6 km, 7 km, et y compris de la banlieue un peu enfin deuxième couronne on pourrait dire. Mais bon, évidemment, c'est quand même, enfin moi je vois là quand je fais les déplacements, faire 2 ou 3 fois l'aller-retour de 5 km, enfin d'une demi-heure. Actuellement, je mets plutôt 20 minutes pour faire 5 km, puisqu'il n'y a pas quand même de continuité de vitesse cyclable et tout.
mais faire 2-3 fois l'aller-retour, c'est fatigant. Donc dans la journée. Donc après, c'est vrai que pour éviter notamment ce que les économistes des transports parlent de contraintes de non-élasticité du nombre de déplacements dans la journée, c'est-à-dire que c'est pas extensible à l'infini, voilà, et notamment si on se fatigue à en faire plus. Donc c'est vrai qu'avoir une complémentarité avec les transports en commun, alors que ce soit avec le système vélo Toulouse, hein, où il y aurait des vélos fabriqués à Toulouse, où ils seraient pliables, où on pourrait les emprunter pour la journée à des tarifs avantageux, où ils seraient vraiment en nombre, c'est-à-dire c'est des années 70 à Copenhague, où il y a eu, je sais plus combien, 5000 vélos à la gare de Copenhague, mis à disposition gratuitement par des activistes pour pousser la municipalité à faire des infras. Voilà, c'est des vélos en nombre pour que les gens puissent aller au boulot. Bon là, je crois pas que les activistes aient 10 000 vélos ou 5 000 vélos à mettre à disposition, mais si la municipalité prenait vraiment pleinement la mesure du potentiel qu'il y a dans la continuité du système transport en commun avec un système vélo pour aller au boulot, faire ses courses, ou enfin tous les services de proximité, ouais, il pourrait y avoir des choses vraiment intéressantes, je trouve, qui se mettent en place. Après, aussi, un des trucs, moi, ce que je voyais aussi dans les... au-delà des rêves, parce que là, on parle beaucoup des rêves, donc le réseau express vélo, tout ça, les pistes de niveau 1, on va dire, dans le... Bon, au-delà de l'enjeu quand même de la saturation au carrefour d'ici 5-10 ans, si on fait pas attention, il y a aussi la question des vélos-rues ou en fait, donc dans la hiérarchie en 4 points à Copenhague, ça doit être quoi, 3, peut-être. Les vélos-rues, je dirais 3, c'est pas les... Bon. Moi, ce que je préconisais, et notamment là pour les réaménagements actuellement sur je participe, je sais pas quoi, c'est en enrobé rouge, avec des coussins berlinois et je sais pas, des passages à niveau là, mais c'est des plateaux rehaussés, de mettre les trottoirs au ras du sol, enfin en pavé en fait, pas de trottoir quoi, au ras du sol, pour que les voitures ralentissent vraiment. Bon, c'est déjà en zone 30, mais si on met du coussin berlinois plus du plateau rehaussé, plus les trottoirs à niveau et la piste, et le revêtement de sol, et notamment du revêtement de sol alterné, vibrant et non vibrant, et puis l'enrobé rouge latérite là. Je trouve c'est pas mal. Et je disais pas de stationnement voiture, mais par contre un parking souterrain. Et là aussi dans les investissements, bon, j'ai pas les ordres de grandeur exacts, mais je sais que pour le BTP ça fait du travail. Donc des parkings souterrains gratuits pour les résidents. Et là en fait on inverse un peu le système voiture avec le système vélo. C'est-à-dire que les habitants doivent faire 5-10 minutes à pied pour aller au parking gratuit souterrain. Donc ça crée une forme de nudge, de désincitation à utiliser sa voiture. Parce qu'on va en mettre 5, 10, 15 minutes de plus pour aller récupérer sa voiture. Un peu comme la distance à la station de métro, quand on habite loin du métro. Et alors que la piste cyclable qui passe en bas, va être plus rapide, et notamment si on arrive à des systèmes d'exigence comme à Copenhague, où on peut avoir je disais, je crois que c'est 11 km continu avec vitesse constante et carrefour sécurisé, tout ça. Bref, voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose. Débrouillez-vous, mais Salut.